Bonjour à tous et puis aussi mes meilleurs voeux à tout le monde. Aujourd'hui, on va parler de leadership et confiance en soi. Bon, je vais pas vous imaginez qu'en une heure, je vais pas vous transformer, j'ai pas cette prétention. Mais par contre, mon intention aujourd'hui, c'est surtout de vous donner quelques clés et des pistes de choses à creuser de votre côté après. Voilà. Je vais vous dire un petit peu le programme que j'ai imaginé, et puis vous présenter aussi, enfin me présenter rapidement. Donc, je vais commencer par ça. Hop, juste. C'est... Oui, donc qui je suis? Donc, je suis IENAC 04. Donc, c'est comme ça que je suis connectée avec ENAC Alumni. J'ai 15 ans d'expérience comme ingénieur en aéronautique où j'ai eu pas mal de postes différents entre de la conception, du système, aussi de la vente et du management opérationnel. Et je me suis reconvertie au coaching depuis 2018. J'ai été certifiée en 2020, donc formation en coaching professionnel et aussi une formation en pratique narrative. Donc vous verrez un peu après ce que c'est, parce que j'ai mis un peu des fois des références dans ce que je vous présente derrière. Et donc aujourd'hui, à 80% en responsable de transformation et coaching d'équipe chez Thales Avionics et à 20% à mon compte pour l'entreprise Louvessence que j'ai créée l'année dernière. Et après, voilà, donc après j'ai tout un set de sujets sur la créativité qui me tiennent à cœur aussi, que j'ai listé juste après. Donc voilà en gros qui je suis. Donc aujourd'hui, moi, ce qui est important pour moi pour ce séminaire, mon intention, comme je vous disais, c'était de vous donner des clés. Donc je l'ai construit sur deux grands axes parce que pour moi, ce qui est très important en tant que leader finalement, mais en tant que collaborateur en général, mais en tant que leader, ce qui est important, c'est d'être surtout connecté à soi et à son propre style. Et de surtout déconstruire un peu la représentation sociale qu'on peut avoir d'un leader qui a confiance en lui. On peut avoir plein de représentations comme ça, soit par des personnes qu'on a rencontrées ou parce que la société pour nous rapporter par des choses qu'on voit dans des publicités, enfin, ou des magazines, etc. En tout cas, moi, je pense que ce qui est important, c'est déjà de réussir à se connaître soi pour savoir à quel endroit on peut aller finalement peut-être se renforcer ou sur quoi appuyer. Donc, je l'ai construit en deux temps. Un temps de finalement vraiment lié à cette histoire de conscience de soi. Et ensuite, un deuxième temps où voilà, je vous donne un petit vernis sur deux compétences qui pour moi sont essentielles. C'est de comprendre la dynamique d'une équipe et qu'est-ce que la vision partagée que l'on peut construire au sein d'une équipe. Donc, on va commencer par un temps d'inclusion sur votre leadership à vous. Donc, en fait, ce que je souhaite par ce temps-là, c'est que vous puissiez vous réfléchir. Ce qu'on va faire avec Estelle, c'est on va vous séparer en petits groupes par deux, donc trois si un nombre impair. L'idée, Tu c'est, veux que je le fasse maintenant, du coup? je vais d'abord expliquer ce qu'on Ok. fait. Ensuite, on va Ok. répartir les personnes. Donc, c'est ce petit exercice, je vous expliquerai un peu après pour quelle intention j'y ai mis, pourquoi j'ai proposé ça. Donc, l'idée c'est de vous poser, en fait, de vous interviewer mutuellement. Donc, je vous laisserai après gérer parce que je ne pourrai pas aller dans chaque petit groupe. Les questions à poser en tant qu'intervieweur, ça va être raconte-moi une histoire, une expérience où tu t'es senti pleinement toi-même dans ton style de leadership. Donc, ça, c'est vraiment la question à poser à la personne, se connecter à quelque chose de très concret. Donc, n'hésitez pas à aller poser des questions. J'ai mis des petits backups en bas là. De noter les mots de la personne, qu'est-ce qui vous touche dans ce que la personne vous raconte, etc. Lui demander des détails sur c'était quand, quel jour, le contexte, etc. Et qu'est-ce que cela dit? Qu'est-ce que cette expérience dit de ce qui est précieux pour toi en tant que leader? J'ai mis pour vous ou pour toi. Donc vraiment aller chercher là quelque chose de vrai, qui est précieux, qui est important pour la personne. Déjà pourquoi cette anecdote? Qu'est-ce qui a fait que cette personne s'est sentie pleinement elle-même dans son style de leadership? Quelle émotion elle a pu ressentir à ce moment-là? Et du coup, qu'est-ce que cela dit de ce qui est précieux? Et ensuite, je vous demanderai dans le chat, une fois que vous aurez terminé vos interviews, de noter quelques mots, quelques expressions qui caractérisent ce qui est précieux pour vous en tant que leader. Ça permettra qu'on partage cela tous ensemble. Donc, si, j'espère que c'est clair. Vu qu'on est, je sais pas combien on est là, parce que du coup, j'ai pas vu le. Là, pour l'instant, on est 37 Ok. connectés. Donc, Donc, on va pouvoir 38. partir.
Donc ça fait 15 et 4, 19 groupes. Alors Ok, ça descend un peu. On va faire 18 groupes parce que nous, on ne sera pas dedans. Donc a priori. Donc je lance 18 groupes. C'est parti. C'est bon. Tout le monde revient. tout le monde est de retour. Bon, merci d'avoir joué le jeu de ce petit exercice. Pour ceux qui ont eu envie, du coup, est-ce que... donc, ah oui, donc ça commence à arriver. Si vous pouvez prendre juste en parallèle le temps de résumer en quelques mots ce qui est ressorti de ce qui était précieux pour vous en tant que leader, ça permettra d'avoir un peu une vision globale finalement de ce qui est important. Euh, hop, attendez. Alors, pourquoi cet exercice? Bon, tout d'abord, c'est un moment déjà de connexion à soi, d'être en lien avec soi au présent, à ce que vous ressentez, mais aussi vis-à-vis d'une anecdote vécue, donc de quelque chose de concret, et pas juste d'être sur de la théorie. Donc finalement, tout ça, le fait d'être un bon leader, ça part déjà de soi et de son intériorité, d'une connexion aussi à l'autre et à l'altérité, finalement, d'être dans l'échange. Ça permet aussi d'aller chercher ce qui est important pour soi et finalement des choses caractéristiques de votre personnalité, mais aussi de votre vision du leadership et aussi d'entendre la vision de l'autre. Ça permet aussi d'aller plus loin, de se sentir écouté et de partager donc, des expériences, de choses concrètes vécues, de sortir de quelque chose de plus conceptuel qu'on pourrait avoir l'habitude de voir habituellement, et donc d'aller sur un axe identitaire, donc en déduire de ce qui est important pour soi et en termes de valeurs, mais aussi de compétences. Ça part potentiellement ce qui a pu ressortir. Donc là, il y a Benjamin qui a donné sa vision qui est prendre une décision en tant que leader nécessite d'abord de la faire accepter par son entourage, consultation, discussion, puis prise de décision commune. Donc là, c'est ça qui. Donc ça peut être des choses de cet ordre-là, ça peut être des fois des choses de l'ordre des intentions, de la vision du leadership de manière plus globale. Donc voilà l'intérêt de cet exercice. Hop. Donc pour aller plus loin, ce qui peut être intéressant à faire chez soi, en ce début d'année, ça peut être l'occasion de faire un bilan un peu avec, donc j'ai marqué avec les pratiques narratives, donc le fait d'utiliser des expériences vécues et d'en déduire ce qui est important pour vous. C'est vraiment issu du travail de Michael White, qui est un psychothérapeute social australien là, qui a mis en place une méthode d'accompagnement qui s'appelle les pratiques narratives. Donc c'est de là que viennent ce type de questionnement. Le principe, c'est d'aller chercher des histoires vécues avec les questions précédentes et de voir ce que chaque expérience raconte de nouveau par rapport à la précédente, de ce qui est précieux pour vous en tant que leader. Ça permet finalement d'avoir une vision un peu plus élargie et c'est pas juste quelques soft skills clés qui reviennent, mais finalement, c'est en fonction des expériences vécues, il y a tout un amalgame de pas mal de choses importantes. Et une fois que vous avez pris cet élément-là, donc par exemple, ce qu'on a vu tout à l'heure sur le côté la prise de décision, bah tiens, la prise de décision, là j'ai eu cette anecdote-là qui m'y a fait penser. Si je repense, si je rebalaye ma vie dans plusieurs tranches de vie, de l'enfance, de l'adolescence, la période des études, des stages, ça peut être aussi dans les loisirs et toutes vos expériences professionnelles évidemment, mais aussi le bénévolat, vos amitiés, les projets, la gestion de projet, du leadership, on l'utilise dans tellement de sphères de la vie et puis tout au long de sa vie. C'est d'aller chercher une anecdote à un autre endroit et de vraiment balayer comme ça la courbe du temps et de vous dire, bah tiens, je reprends le même exercice, je me redis, tiens, cette anecdote-là, mais qu'est-ce qu'elle raconte de nouveau, en fait, de ma vision du leadership? Et ça va vous permettre d'avoir tout un panel de votre vision à vous du leadership et de vous en faire un peu votre corpus personnel, quoi. C'est intéressant d'avoir des visions finalement des théories qu'on peut avoir sur le leadership, mais finalement le plus important c'est d'aller connecter à être aligné avec ce qui est important pour vous, parce que vous ne serez pas le même leader que votre voisin. Donc on a d'autres choses qui arrivent là dans le chat. Un leadership plus discret et souple, insuffler un mouvement de groupe, proposer des initiatives, être inclusif, discuter et écouter pour obtenir l'adhésion, pour aller dans une direction commune. Donc on va voir, là, ça va faire écho aussi à la vision partagée dont je vais vous parler après. Aller vers les autres, les écouter et s'adapter aux autres, se mettre aussi à leur place pour comprendre.
échanger, comprendre les autres, aller vers les autres, même si c'est difficile. Donc il y a vraiment cette intention, du coup, d'aller vers les autres et de pas imposer finalement une vision, mais aussi ce que j'entends, c'est de récolter finalement la vision des autres. Donc des autres, quand j'entends les autres, je ne sais pas si on parle des collègues ou des collaborateurs, ou peut-être des deux. Hop, je vais continuer. Donc ça, je vous incite à faire cet exercice chez vous. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, moi, l'intention aujourd'hui, ça va être de vous donner quelques clés et des pistes de choses à creuser. Donc après, libre à vous de le faire derrière pour votre propre cheminement. Hop, je vais un peu plus loin. Donc finalement, ce que je disais là, à chaque fois, j'en reviens à l'histoire de la conscience de soi. Parce que pour avoir confiance en soi, ben, déjà, la première chose, c'est de se connaître. Donc là, je vais vous parler d'un concept qui s'appelle les quatre zones de l'identité par Vincent Lénart, qui est un coach qui a ramené le coaching en France dans les années 90 et qui est du coup fondateur de l'école Coach and Team ou Transformance à Paris. Donc ça, c'est pour juste la petite référence. Donc ce concept, ce qu'il dit, c'est finalement l'identité. Donc notre identité, c'est un récit de soi qui peut être résumé en quatre couches identitaires. Donc ces quatre couches identitaires, on voit il y a le petit schéma que j'ai mis à droite, il y a quatre zones que l'on peut repérer. Donc il y a la première zone qui est d'abord la reconnaissance interne. Donc interne, c'est déjà avec qu'est-ce qu'on se reconnaît à soi. Donc, c'est le regard de soi sur soi, mais l'avoir conscience de qui on est. Donc, c'est un peu ce que je dis depuis le début du webinaire, à travers nos propres expériences, les compétences que l'on a pu acquérir par nos formations et nos expériences, et que l'on se reconnaît à soi. Donc, déjà, ça, c'est votre propre miroir interne, votre propre vision de vous-même. Ensuite, il y a la deuxième couche qui est la reconnaissance externe. Donc là, on en revient aussi à l'exercice qu'on a fait juste avant, et c'est vraiment construit par l'altérité, le regard de l'autre via le réseau, les feedbacks que l'on reçoit, etc. Donc, la confiance en soi, elle vient aussi de ça. Déjà, ce qu'on se reconnaît à soi, mais aussi ce que l'on voit dans le regard de l'autre. Ensuite, il y a la reconnaissance objective, ou qu'on appelle aussi le moi-peau. Et là, ça va être tout ce qu'on voit, notre parcours, nos formations, les diplômes, le statut dans l'entreprise, le nom du poste que l'on occupe, le niveau de responsabilité qui est reconnu, le niveau de rémunération, enfin, tout ce qui est plutôt de l'ordre de quelque chose d'objectif que l'on peut observer et qui est un petit peu notre carte d'identité vis-à-vis de l'extérieur. Parce que, après, j'en reviendrai à l'équilibre en fait de tout ça. Et la zone 4, c'est les référents. Donc, quand on parle des référents, ça peut être des personnes, donc des mentors, des figures importantes que l'on a rencontrées dans son parcours, qui sont vraiment des références pour nous. Mais c'est aussi toute la partie identitaire sur nos valeurs, la vision du monde, notre représentation finalement du monde. Et donc, typiquement, notre représentation du leadership dont on parlait tout à l'heure, on voit dans l'exercice que je vous ai fait faire, il y a à la fois de la reconnaissance interne, puisqu'il y a la connaissance de soi, mais il y a aussi l'aspect valeur et vision du monde qui revient. Donc, ces quatre zones, finalement, ce qui est important, c'est que ce soit équilibré, parce on peut rencontrer des fois des personnes ou se sentir aussi là-dedans, des fois où, bah, tiens, peut-être que j'occupe un poste, je reconnais que j'ai les bonnes compétences, mes collaborateurs, mes collègues reconnaissent aussi. Donc, imaginons zone 1, zone 2, c'est bon, ça, on est OK, la zone 4 aussi. Par contre, ben, je sais pas, j'ai pas le bon niveau de responsabilité par rapport au poste que j'occupe. Et là, on sent une faiblesse par rapport à ça. Quand on a une des zones où finalement, on sent que la reconnaissance, elle est pas vraiment là. On sent une faiblesse à ce niveau-là. Souvent, il va y avoir des tendances à compenser avec autre chose. Donc, on va rencontrer des fois des personnes soit qui vont à tout prix demander un statut, mais parce que peut-être que déjà, eux, en termes de reconnaissance interne, ils n'y sont pas. Ou inversement, on n'a pas suffisamment de reconnaissance externe, manque de feedback. Ben, du coup, on va avoir tendance à vouloir à tout prix qu'il soit bien écrit sur notre poste ou la fiche de poste. La fonction qu'on occupe, les responsabilités, etc. En fait, ce qui est important, c'est un équilibre, hein, c'est toujours pareil, c'est de ne pas forcément, pas compter que sur un des axes et vraiment essayer de trouver l'équilibre de tout ça. Donc, une fois que j'ai dit tout ça, ce qui est intéressant dans tout ça, c'est aussi des compétences. On voit, il y a à la fois le côté conscience de soi, connaissance de soi, dont je parle depuis tout à l'heure, mais il y a toute la partie compétences. Et en tant que leader,
Bon, il y a plein de compétences. C'est un métier en fait d'être un leader. C'est pas juste, on a décidé, on est très bon dans son poste opérationnellement, on a un très bon ingénieur système par exemple, et hop, on va devenir manager comme ça du jour au lendemain parce qu'on a une super connaissance métier. C'est pas que ça. Il y a vraiment, et d'ailleurs c'est pour ça qu'il existe des formations en management, c'est bien parce que être manager ou leader, c'est un métier. Donc, qu'est-ce que ça... dans ce métier-là, on va retrouver, pour moi, les deux choses qui sont essentielles, c'est de bien comprendre la dynamique d'une équipe et le leadership en face en fonction de la maturité de l'équipe, et aussi la construction d'une vision partagée pour donner du sens à l'action. Donc, je vais parler de ça juste après. Je vais commencer par vous parler de la dynamique d'une équipe. Donc là, c'est un concept de stade de développement des équipes qui est, qui a été, donc ça c'est aussi par Vincent Lénart, dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est un concept qui est en trois stades de développement. Pour ça, vous avez dû, j'imagine, lire déjà des choses sur des maturités d'équipe. Je trouve que celui-ci, en trois stades, il a un côté assez abordable et c'est vraiment intéressant déjà de s'intéresser à celui-ci. Donc, il est en trois stades. Ça ne veut pas dire qu'il y a un stade qui est meilleur que les autres, même si on sent bien quand on est sur équipe performante plutôt que collection d'individus, on sent qu'il va y avoir potentiellement quand même plus de performance au niveau de l'équipe. En tout cas, ça va être fonctionner de manière beaucoup plus fluide. L'idée, c'est aussi que ce sont des modes de fonctionnement. C'est-à-dire qu'une équipe performante, elle va être capable de se reconfigurer pour fonctionner comme une collection d'individus ou une équipe solidaire. C'est un peu comme des poupées russes finalement. Quand on n'est que collection d'individus, ben, on ne saura pas fonctionner comme une équipe solidaire ou performante, mais si on est équipe performante, on saura fonctionner comme les deux précédentes. Donc si je détaille une par une, collection d'individus, bon, ouais, comme son nom l'indique, on a des éléments qui sont voilà, des personnes qui sont séparées un peu, chacune travaille dans son coin. Finalement, chacun est concentré sur son métier et son expertise technique. C'est une équipe où le manager, le leader est un donneur d'ordre, c'est-à-dire que c'est par lui que va passer la séparation la répartition des tâches. C'est lui qui va répartir les tâches, c'est lui qui va prendre les décisions et il a confiance dans ses collaborateurs sur vraiment l'exercice de leur métier. Donc c'est une équipe centrée sur le contenu finalement et c'est une situation, enfin, un mode de fonctionnement qui est très, très efficace pour les créations d'équipes, déjà, quand on démarre une nouvelle équipe et que les personnes ne se connaissent pas, etc. Et en cas de gestion de crise aussi, c'est un mode de fonctionnement où tout passe par le leader et c'est lui qui va aller dispatcher les différentes activités. Et c'est un mode de fonctionnement très efficace dans ces cas-là. Dans la collection d'individus, ce n'est pas un leader, mais un chef. Oui, c'est un donneur d'ordre, effectivement. Après, voilà, en termes de vocabulaire, moi, je vous donne le vocabulaire qui est associé à ce concept-là, et effectivement, vous allez pouvoir aussi donner votre vision par rapport à vos expériences. Donc là, ce qui manque dans une collection d'individus, eh ben, c'est de la coopération, quoi. Parce que là, les gens ne se connaissent pas, ils ne se parlent pas. On sait qui fait quoi, c'est déjà bien. En tout cas, chacun sait ce qu'il a à faire. Il y a quand même une différence entre chef et leader. Oui, oui, bah, chef et leader. Je reviendrai après sur, sur toutes ces notions. C'est là que ça fait débat. Pour développer plus de coopération, on a besoin de mettre en place du lien entre les gens, de la discussion, de comprendre un peu ce que fait le voisin, etc. Donc on passe à une équipe de type équipe solidaire. Une équipe solidaire, elle va être plus centrée sur les relations. Du coup, le leader, il va mettre en place les conditions pour qu'il y ait de la coopération au sein de l'équipe, qu'il y ait du dialogue, que les personnes sachent qui fait quoi. Et pour cela, on dit que c'est un responsable ressources. Voilà, on parle de responsable donneur d'ordre, responsable ressources et ensuite leader porteur de sens dans les différentes étapes. Un responsable ressources, donc lui, va vraiment mettre en place du lien avec chacun de ses collaborateurs et des trucs tout bêtes, mettre en place une réunion d'équipe déjà pour que les personnes se parlent, poser aussi des objectifs collectifs, etc., pour qu'il y ait vraiment de la coopération. Les situations, là, quand même, c'est des équipes qui fonctionnent plutôt bien. On en rencontre quand même assez souvent dans nos sociétés, des entreprises, dans les entreprises, des équipes de type solidaire. C'est-à-dire qu'on a de la coopération, chacun est bien centré sur son métier, mais on sait aussi ce que fait le voisin, on peut s'entraider sur certains projets, etc.
La limite, en fait, à ce type d'équipe, c'est dans une grosse entreprise, ou en tout cas quand il y a de la coopération entre plusieurs équipes à l'intérieur d'une même entreprise, c'est potentiellement des risques de clan. Bah, il peut y avoir, dans l'industrie, on va rencontrer, ou dans un projet, on va avoir ceux qui font la partie développement et puis ceux qui vont faire la vente. Et ben, ça va pas, il va y avoir un petit peu des clans, ils vont pas forcément se comprendre, pas avoir les mêmes enjeux, etc. Pourquoi? Ben, parce que finalement, à cet endroit-là, il manque un partage au niveau des enjeux, au niveau de la vision. Et c'est là qu'intervient finalement le leader porteur de sens, qui lui est porteur de vision. Donc, quand on dit qu'il est porteur de vision, ça ne veut pas dire que c'est lui qui écrit toute l'histoire, et puis parce que sinon on en revient quasiment à la première case, à un donneur d'ordre et une collection d'individus. Donc là, après, je détaillerai plus en détail la vision partagée juste après. Mais déjà, quand on parle d'un leader porteur de sens, il va aller se tourner, donc comme je disais tout à l'heure, je sais plus, dans ce qu'on a vu juste avant, là, dans ce qui était important pour vous, il y a le côté de se tourner vers les autres, de comprendre, de comprendre les autres, etc., et de comprendre la vision de chacun. Donc, l'idée, il ne faut pas que je lise les commentaires en même temps, parce qu'après, du coup, j'essaye de répondre, et du coup, je vais continuer. D'aller co-construire cette vision partagée avec les personnes de son équipe. C'est-à-dire que chacun est porteur de son expertise, chacun est porteur de ses propres enjeux, et ensuite, il y a un cap à donner par le manager, par le leader, et de donner un cadre, et pour ensuite développer plus d'autonomie. Donc, c'est des équipes où il y a alignement au sein de la vision, chacun a pu y contribuer, ensuite chacun est responsable de ses propres enjeux, mais a conscience des enjeux de son voisin. Donc finalement, c'est des équipes où il y a de la coopération. Elles peuvent fonctionner sans le leader, pas tout le temps, mais en tout cas, il peut s'absenter et revenir. Les modes de fonctionnement font que c'est fluide, l'équipe est autonome. Et lui, il intervient à certains moments au niveau justement, pour redonner le cadre, redonner du cap, prendre certaines décisions. Et les niveaux de décision sont aussi bien clairement identifiés. Donc, je vais prendre juste quelques 2 minutes là avant de passer à la vision partagée, juste pour regarder un peu les commentaires que j'ai eus. Dans la connexion d'individus, c'est pas un chef. Ah oui, je l'ai déjà dit. À la limite la limite à la performance, c'est l'épuisement, le burn-out, non. Oui, après c'est un peu général comme retour, ce que j'essaye de... En tout cas, moi, ça me fait écho avec le fait que, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais dans le cas d'une collection d'individus, où c'est le leader qui porte toutes les décisions et toute la répartition des activités, justement, la grosse limite à cet endroit-là, c'est que il porte tellement de choses qu'au bout d'un moment, tout passe par lui et là, ça explose. Et c'est aussi pour ça qu'il est important ensuite de partager les responsabilités, les prises de décision et que ce soit plus dispatché, qu'il y ait de la délégation au sein de l'équipe pour que justement il puisse y avoir cette entraide qui évite qu'il y ait cet épuisement. Donc tout ça, c'est un curseur, comme je disais tout à l'heure. Donc à la fois en tant que leader, mais aussi au sein de l'équipe, c'est d'être capable un peu de jongler à cet endroit-là. Quand on sent qu'on perd en fait en coopération, bah tiens, on va peut-être revenir à remettre un petit peu l'accent sur nos réunions d'équipe, la manière dont on est organisé et avoir des temps d'échange pour pouvoir justement travailler sur le côté équipe solidaire. Un cas où on sent que ok, c'est sympa, on a un fonctionnement avec d'autonomie, tout le monde participe à la définition des objectifs, etc. Mais par contre, en fait, il y en a vraiment en termes de, je sais pas, de tel métier, d'ingénierie système, on est vraiment nul. Bah là, il y a peut-être un travail à faire sur le développement de l'expertise technique ou du métier. Donc, il faut remettre l'accent là-dessus. Donc, ça, c'est un enjeu. L'enjeu, il est vraiment de trouver le curseur et de régulièrement se reposer la question par rapport à chaque étape de développement, où est-ce qu'on en est? Parce que finalement, c'est pas objectif, on n'est pas complètement dans le un, dans le 2, dans le 3. C'est vraiment une histoire de curseur sur plein d'aspects. Donc après, on peut rentrer plus dans le détail de ce genre de concept. Là, je vous ai fait une version très très rapide dessus. Et pour aller plus loin, c'est pour ça que je vous ai mis la référence. Si vous voulez chercher un peu plus de documentation dessus, vous pouvez trouver sur Internet ou me contacter après. Donc on parle de vision partagée. Alors là, oui, je vous ai mis, je pourrais vous envoyer le support via Estelle, il faudra qu'on voit. Oh, pardon, j'ai mon chien qui... Tu as un chat. Je sais
Enfin, ils vont trouver ça très intéressant, Ouais. le développement. Donc, vous avez une petite planche imagée là, de chaque fonctionnement dans les trois stades de développement. Hop. Donc, si on parle de la vision partagée, donc là, j'ai fait un dessin où j'ai marqué raison d'être, mais c'est valable pour les différents aspects que je vais vous lister à droite. Euh, donc, la partie... En fait, ce qui est important dans une entreprise, donc là, je l'ai mis vraiment à la vision entreprise, c'est cette vision partagée qui soit alignée à tous les niveaux. Mais quand je dis à tous les niveaux, c'est au niveau de toutes les équipes, au niveau du management, au niveau du groupe, si c'est un gros groupe, mais aussi au niveau des individus. C'est-à-dire que tout part de l'individu et se connecte après à un plus haut niveau, au niveau entreprise. Et c'est pas forcément que la raison d'être ou l'ambition ou les valeurs soient exactement les mêmes à tous les niveaux, mais que ce soit cohérent en fait à tous les endroits. C'est vraiment une histoire de cohérence, encore une fois, et d'équilibre. Donc on va travailler, donc c'est des choses que je fais travailler moi aux équipes quand j'accompagne une équipe, c'est de vérifier cet alignement de la vision. Donc quand on parle de vision partagée, il y a plusieurs niveaux. Il y a à la fois, donc si je pars d'en bas, les valeurs partagées et le langage commun, déjà pour qu'il y ait finalement que le lien soit plus facile en fait au niveau entre les personnes, qu'on se comprenne et qu'on ait les mêmes valeurs d'équipe pour savoir ce qui nous relie. Donc là, c'est vraiment quelque chose d'identitaire. Et la raison d'être, c'est aussi identitaire. Donc c'est la raison d'être, c'est ben, qu'est-ce qu'on fait tous ensemble? On a une équipe, notre équipe, c'est de travailler sur le projet de tel avion. Et ben, notre raison d'être, elle est sur le fait de sortir tel avion. Après, il peut y avoir des équipes, ça va être plus sur le métier. Ben, c'est l'équipe des ingénieurs système, par exemple. Ça dépend vraiment de l'endroit où on est, qu'est-ce que ça apporte au monde et qu'est-ce qui manquerait finalement au monde ou à l'entreprise s'il n'y avait pas cette équipe. Donc c'est vraiment ça qui fait la raison d'être de l'équipe. Donc ces deux couches-là, c'est des couches vraiment identitaires donc, qui parlent de qui est l'équipe. Et ensuite, il y a, quand on regarde qu'est-ce qu'elle veut faire cette équipe. Et donc là, on regarde dans l'avenir. Donc il y a l'ambition. Souvent, quand on parle de vision dans le langage courant, ça, on a tendance à dire vision pour l'ambition. Quand je parle de vision partagée, moi, ça prend aussi les autres choses que je vous ai dit là. Donc l'ambition, c'est dans 5 à 10 ans, qu'est-ce qu'on a envie d'avoir réussi? Je suis vraiment désolée. Qu'est-ce qu'on a envie d'avoir réussi dans 5 à 10 ans? Donc là, c'est déjà se projeter dans l'avenir et se dire, bah, tiens, on est arrivé dans 10 ans et on a réussi à faire quoi? Ça va permettre finalement à ce que chacun puisse donner sa vision là-dessus. Et des fois, ça peut être des choses très techniques, ça peut être des choses humaines, ça peut être des choses de l'ordre de l'organisation. Et puis, il y a vraiment tous les aspects qui sont regardés. Et aussi du fonctionnement avec les clients, avec le reste des autres équipes. Et de ça, on va pouvoir en déduire des priorités et des objectifs. Finalement, se fixer des objectifs pour l'année d'après sans se dire, bah, tiens, où est-ce qu'on va? C'est le risque d'aller sur un chemin et puis de se dire que finalement, ah bah tiens, en fait, on aurait peut-être mieux fait de prendre un virage à gauche parce que l'ambition qu'on avait, elle n'était pas là. Donc ça, c'est très important au sein d'une entreprise, mais au sein d'une équipe aussi, c'est de se définir ensemble une vision, une ambition. Et ensuite, de ces objectifs, de ces priorités, on va en déduire des plans d'action et là, ça va nous donner toutes les actions qu'on va faire au quotidien. Donc vraiment, avant de construire des objectifs d'équipe, il est important de savoir qu'est-ce qu'on fait ensemble, quelles sont nos valeurs, notre langage commun et quelle est notre ambition. Et de tout ça, ça va nous permettre d'en déduire des objectifs, de savoir comment on s'organise, etc. Voilà, j'espère que ça peut vous apporter quelque chose aussi d'avoir ce regard-là. Parce que finalement, je me rends compte, moi, dans les accompagnements d'équipe que je fais, certes, souvent, maintenant, ce qui ressort, donc, on démarre avec ce que je vous ai présenté avant, on fait une analyse du fonctionnement de l'équipe, on se pose la question, chaque collaborateur peut donner sa vision sur, bah, tiens, où est-ce qu'on en est sur tel aspect en termes de coopération, d'animation d'équipe, en termes de vision partagée, on en est où? Est-ce qu'on en a? Est-ce qu'on sait où on va? Est-ce qu'on a des objectifs partagés? Est-ce qu'on a construit ensemble nos objectifs ou est-ce que finalement ça a été décliné par le management? Tout ce genre de questions. Et savoir s'entourer de compétences. Je vois un message dans le chat. Effectivement, on en revient dans la collection d'individus qui est finalement la base du fonctionnement d'une équipe, c'est d'être avec des collaborateurs qui ont une expertise et un métier. Donc finalement, la première étape, effectivement, c'est de savoir s'entourer de compétences.
Et ces compétences-là, elles permettent ensuite de dérouler les objectifs qui vont permettre d'aller viser l'ambition qu'on s'est donnée, etc. Donc voilà. Donc pour creuser un peu plus tout ça, il faudrait aller plus dans le détail, effectivement, en 1 heure. C'est pour ça que j'essaye de vous donner un petit vernis sur cet aspect-là. Ce que je voulais rajouter par rapport à ça, oui, en général, ce qu'on se rend compte, ben, c'est que déjà les personnes, elles ont besoin d'apprendre à se connaître pour que l'équipe fonctionne. Donc apprendre à se connaître en tant qu'expérience de professionnelle, mais surtout en tant que personne et que fonctionnement. C'est-à-dire, bah, tiens, moi, ma façon de travailler, je suis plutôt du genre à avoir besoin d'un temps de réflexion de mon côté. Et ensuite, je vais pouvoir interagir avec les autres. D'autres vont avoir besoin des interactions, par exemple, pour pouvoir proposer des choses. Voilà, déjà savoir un peu le fonctionnement de chacun. Certains qui ont besoin de beaucoup de temps de planification, et c'est vraiment des grands planificateurs. Et puis, il y a les autres qui vont arriver et qui vont être plutôt à s'adapter sur le moment, être très, très adaptables au changement, etc. Et savoir s'entourer de compétences, mais donc aussi de types de personnalités différentes. Parce que plus vous aurez une équipe avec une richesse de personnalité, plus cette diversité elle va vous permettre d'aller plus loin, parce que finalement, il y aura une complémentarité entre les différentes personnes. Et d'avoir des temps de partage de pratiques au sein de l'équipe pour pouvoir s'entraider, donc à la fois sur des sujets, mais aussi pour se faire monter en compétences, là, comme c'est suggéré. Ça, c'est aussi quelque chose qui est clé pour développer ses collaborateurs. Et ce n'est pas que via finalement des formations qu'on va se développer, mais c'est aussi avec tous ces temps d'interaction collective. Et pour ça, ça veut dire qu'il faut avoir un plan d'animation qui permette d'avoir ces temps aussi de partage et de monter en compétences tous ensemble. Donc je vais passer à la suite, parce qu'il nous reste un peu plus de 10 minutes. Eh bien, donc, en conclusion, qu'est-ce que c'est qu'être un bon leader? Donc, au-delà de toutes les compétences dont on vient de parler, c'est déjà, comme j'ai dit tout à l'heure, avoir une conscience de soi, se connaître pour être authentique et trouver son propre style. Donc, vraiment, la clé, c'est de savoir, parce que finalement, on va pas être comme je vais pas prendre de prénom parce qu'il suffit que je tombe sur quelqu'un qui est dans la salle, mais on va pas être comme le manager qu'on avait eu, par exemple, il y a 10 ans. On se rappelle que lui, bah, il était emblématique, il était hyper charismatique, etc. Mais peut-être qu'en fait, on lui ressemble pas. Mais c'est pas grave, parce qu'on peut être un très bon leader en étant différent. Ce qui est important, c'est vraiment de se connaître et d'être à sa façon. Pour moi, ce qui est important, je voulais aussi mettre que ce sujet-là, j'en ai pas parlé, mais vraiment par expérience, c'est quelque chose qui, à mon avis, des choses sur lesquelles on n'ose pas toujours. Mais en tant que leader, c'est la transparence. C'est oser dire les choses et se montrer des fois parfois vulnérable et partager ses doutes. Ben, ça va permettre en fait que les collaborateurs ils vont nous percevoir ben, comme un être humain et comme tous les êtres humains, on peut avoir des doutes, et à ces endroits de doute, peut-être que eux, ils ont déjà réfléchi. Et aussi, finalement, ils vont peut-être partager les mêmes doutes, et à leur niveau, ils vont se sentir au moins compris, finalement, dans leurs propres doutes. Et ça va permettre de créer une unité et puis d'avancer ensemble, justement, vers ces difficultés qu'on peut rencontrer en tant que dans un projet ou en tant que métier, etc. Donc vraiment, ça, c'est un élément clé dont je n'ai pas parlé et que je voulais vous donner au moins en conclusion. Un leader, c'est aussi donc développer l'autonomie de l'équipe, etc., mais savoir prendre des décisions. Donc ça, ça a été suggéré aussi tout à l'heure, là, dans ce qui est important pour vous. Prendre des décisions, et prendre des décisions, c'est déjà les prendre, mais c'est aussi les assumer. C'est-à-dire pas revenir en arrière dès le lendemain ou quelqu'un nous contredit, et aussi savoir les expliquer. Parce que c'est bien de les assumer, de les décliner au sein des équipes, mais donner du sens aussi. Parce que des fois, finalement, ce qui peut se passer, c'est qu'il y a des décisions qui sont ce qu'elles sont. Ce qui est important, finalement, c'est de les prendre et c'est d'avancer. Et par contre, de revenir en arrière ou alors de ne pas expliquer, ben, ça va faire qu'il y a des collaborateurs, ils vont faire, OK, bon, bah, ça a été décidé, on comprend rien, mais on va le faire. Il va manquer d'adhésion et du coup, ça va quand même pas avancer. Ou on va se retrouver encore pire avec des gens qui vont aller dans le sens inverse juste parce qu'ils sont pas d'accord et qui vont pas avoir compris. Et des fois, ils vont pas, c'est pas forcément la décision qu'ils auraient prise, mais juste de comprendre la décision. En tout cas, souvent, on est contraint à prendre des décisions parce qu'on a finalement l'avantage
dans certains postes, c'est qu'on a on a la vision en fait, de toutes les problématiques d'ensemble que n'ont pas forcément nos collaborateurs. Est-ce qu'Elon Musk est un bon leader? Je ne me permettrai pas de commentaires là-dessus, mais en tout cas, ça peut être une question qu'on peut se poser. Quel référent, en fait, vous fixez? Qui est pour vous un bon leader dans les images que vous avez? Être à l'écoute, on en a parlé aussi tout à l'heure, enfin, vous l'avez suggéré. Créer des conditions de dialogue, hein, comme j'ai dit, un responsable ressources, ça va être clé. Il va proposer des espaces pour pouvoir avoir du dialogue entre collaborateurs. C'est aussi faire grandir ses collaborateurs, donc via du feedback, donc être capable de dire les choses, mais aussi donc, sur les compétences, mais aussi sur leurs soft skills. Et si on est, par exemple, au sein d'un comité de direction et que nos collaborateurs sont aussi eux-mêmes leaders, eh ben, c'est aussi les faire grandir sur leurs propres compétences de leader. Et être un bon leader, c'est aussi donner de l'autonomie, donner un cadre qui est fort et qui est clair, et donner le cap. Donc, on a parlé de la vision partagée, de la co-construire avec ses collaborateurs, et surtout d'être garant de cette vision. C'est-à-dire quand on voit qu'on s'en écarte, eh ben, on vient le rappeler à l'équipe. Et on ne donne pas d'autonomie comme ça sans donner de cadre. Donc il y a des erreurs que peuvent faire certains leaders qui ont une très très grande envie d'autonomie de leurs équipes, qui finalement leur laissent les clés du camion sans leur donner de cadre clair, sans leur donner de direction. Et ben là, en général, ça fonctionne pas super bien. Oula, après, au bout d'un moment, on se rend compte que ça part dans tous les sens. Donc c'est très important aussi de donner un cadre clair. Vraiment, si on peut retenir quelque chose sur l'autonomie, c'est un cadre fort et un cap, et ensuite laisser les personnes autonomes à l'intérieur de ce cadre. Et qu'est-ce que vous auriez envie d'ajouter? Moi, j'ai envie de vous demander à ces caractéristiques d'être un bon leader. Le leader doit être exemplaire et encourageant, effectivement. Il doit être exemplaire, il doit être modélisant, montrer l'exemple et être moteur, en fait. Est-ce qu'il y a autre chose que vous avez envie d'ajouter par rapport à tout ça? Je crois qu'on est un nombre assez et bienveillant. On en revient, on en revient aussi à être à l'écoute, créer les conditions de dialogue, toujours rester positif même quand on est en difficulté. Alors, du coup, j'ai l'impression, est-ce que c'est en cohérence ou pas de ce que j'ai dit? Enfin, je réfléchis en tant que moi, en tant qu'Aurélie, par rapport à ça, rester positif. Moi, je mettrais un petit bémol là-dessus. Je pense que c'est important de rester positif, de montrer qu'on a confiance, mais par contre, d'être capable de quand même partager ses doutes et ses difficultés, je trouve que c'est important. Se remettre en question et montrer qu'on apprend de ses erreurs, effectivement. Et d'ailleurs, d'être capable de partager des fois des cas d'échec et comment on s'en est sorti ou qu'est-ce qu'on aurait fait différemment et d'être capable d'en discuter. Et le doute n'est pas négatif, oui, je suis d'accord. Ok, oui, donc c'est pas ça que ça voulait dire tout à l'heure. Ok, j'ai mal interprété la phrase précédente. Ok, bon, bah, c'est très riche tout ça. Responsabiliser les membres de son équipe, les mettre en valeur et célébrer les réussites. Ça, c'est clair, c'est hyper important. C'est vraiment des choses qu'on oublie souvent de faire quand on est le nez dans le guidon, finalement. Hop, on passe une étape, on passe un jalon, et hop, on continue, on continue. Non, de se faire une petite pause de temps en temps et de célébrer. Et quand on parle de feedback, c'est être capable de dire ce qui fonctionne pas bien, ce qui va pas, ce qu'il faut améliorer, mais c'est aussi surtout être capable de dire tout ce qui va bien. Ok, merci. Alors, je vais passer sur la fin. Maintenant, on a vu tout ça. J'ai envie de vous demander avec quoi vous repartez, quelles sont vos pépites, qu'est-ce que vous retenez de cette petite heure que l'on vient de passer ensemble sur le leadership et la confiance en soi. Ou pareil, via le chat, savoir reconnaître la valeur de ses collaborateurs. Oui, merci. Donc, si vous pouvez partager avec quoi vous repartez, se connaître soi-même. Et si je pourrais ajouter une question, hein, avec quoi vous repartez, j'ai envie de vous demander qu'est-ce que vous auriez envie de faire à partir de lundi, soit pour continuer de cheminer sur votre propre leadership ou au sein de vos équipes. Faire le bilan. Chouette. C'est bien, on est encore en janvier, c'est parfait. Équilibrer les quatre zones, intéressant.
On vous enverra la présentation. Ça vous permettra d'avoir le petit guide que je vous ai écrit avec les questions. Donc les autres, avec quoi vous repartez? Qu'est-ce que vous avez envie de mettre en œuvre à partir de lundi? Développer les qualités d'un leader sans être un chef, pour ma part. En qualité de retraité, prendre le leadership sur ma femme. Guy, il a toujours Alors, la phrase pour rire. travailler la connaissance de soi. Chouette. Donc, comme je vous avais dit, un support pour argumenter avec d'autres leaders. Peut-être pour en discuter aussi, ça peut être intéressant de partager les points de vue. Très intéressant, je suis arrivée en milieu, je dois partir. Physio, super, je découvre totalement la conceptualisation. Merci beaucoup, bonne journée. Avec plaisir. Introspection pour la connaissance de soi, Najima. Ok. Éviter les coups bas au sein de la boîte. Oui, ça c'est plutôt pas mal. Donc avec de la transparence, ça permet d'éviter les coups bas en général. Et le fait d'être aligné en termes de vision partagée au sein de l'entreprise, au sein de l'équipe, mais aussi au sein de l'entreprise, ça c'est quelque chose qui aide aussi à éviter les coups bas et les jeux de pouvoir. On peut faire évoluer le type de leadership en fonction de la situation. Utiliser le curseur comme un outil. Chouette. Partager les objectifs long terme au sein de l'équipe. Ça, c'est vraiment clé, hein. Est-ce que tout le monde peut être un leader? Ça, c'est une très bonne question. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, pour moi, c'est une question c'est une histoire de compétence et c'est une histoire d'envie aussi. Je pense que la première chose, c'est déjà d'en avoir envie. C'est-à-dire qu'on met quelqu'un dans un poste de leader parce que la personne, elle a besoin de sa reconnaissance de statut, là, dont on parlait tout à l'heure sur les 4 zones. Si c'est juste pour ça qu'on prend un poste de leader, c'est un peu dommage. Est-ce que le caractère joue? Pour moi, tout le monde peut être leader s'il en a envie et à sa façon, mais après, ça dépend aussi des contextes. C'est-à-dire qu'il y a des choses, peut-être de la gestion de projet, de la gestion métier, déjà, c'est pas du tout pareil. Et certains sont naturellement à l'aise, effectivement. Après, il y a des choses qui se travaillent. Mais est-ce que tout le monde peut être leader? Je pense que enfin, vraiment, il y a une question d'envie. Et si on en a envie, on peut aller chercher les compétences, peut-être se former ou travailler sur soi, sur certains sujets. Est-ce que la compétence technique est suffisante pour être un bon leader? Alors, je répondrai systématiquement non. J'ai dit tout à l'heure, pour moi, c'est des compétences. C'est-à-dire que si on ne sait pas manager une équipe parce qu'on ne connaît pas finalement le fonctionnement, parce qu'on n'est pas capable de donner le cap, de prendre des décisions, etc., bah, ça va être difficile. On peut exercer son leadership sans être le leader. Alors là, oui, effectivement, ça c'est une très bonne question parce qu'en fait, il y a la notion de leadership. Quand on parle de leadership, finalement, on peut avoir un leadership technique, quelqu'un qui va être, naturellement, on va le suivre sur le sujet technique parce qu'il va être très très compétent déjà, et puis on va pouvoir le suivre. Et c'est une sorte de leadership. Des sortes de leadership, il y en a plein. Là, je parlais vraiment de leader dans un poste, si on est dans un poste enfin, en fait, il y a toujours des mots entre leader, manager, chef. On a vu là tout à l'heure, on avait le débat dans les échanges. Moi, quand je parle d'un leader, c'est quelqu'un qui a une équipe, donc il a des collaborateurs et avec des objectifs qui sont communs. Donc ça peut être un projet, ça peut être un métier, ça peut être des fois un réseau aussi, un réseau métier. Et en tout cas, il y a une tête de pont avec des personnes et des objectifs communs. C'est ça pour moi, donc, quand je parlais de leader dans cette présentation aujourd'hui. Ensuite, quand on parle effectivement de son propre leadership technique, un leadership communicant, etc., ça va être autre chose. Coopérer, accompagner par une bonne formation les membres de l'équipe pour partager et déléguer pour avancer en équipe. Ok. Les soft skills sont primordiales, effectivement. Bon, je vois qu'il est 14 heures. Et Estelle m'a dit, en général, les gens, ils ont autre chose à 14 heures. Oui, Donc, je vais vous on peut pas remercier. déborder trop à cette heure-là. Ouais, Mais- je vais vous remercier. À 13 heures ici, bah oui, Benjamin, effectivement. Et je voulais vous remercier bah, pour votre participation et pour vos questions, pour vos remarques. Et en tout cas, ben, je vous souhaite une très belle année 2025. Pour ceux qui auront envie, un très bon bilan. Et puis, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez en savoir plus sur tout ça, si vous avez envie d'accompagnement pour votre équipe,
Donc, bonne continuation à tout le monde. Merci Aurélie, à toi. Et puis Merci. j'enverrai du coup la présentation à tout le monde si tu es d'accord Aurélie. Et ce webinaire est enregistré aussi, on verra ce qu'on en fait ensemble Aurélie. Mais en tout cas, il y aura des supports à partager. Voilà. Super, merci beaucoup. À Merci bientôt. beaucoup Aurélie. Merci, Bonne journée bonne journée. à tout le monde. À très bientôt sur d'autres webinaires ou d'autres événements. N'hésitez pas à vous inscrire. Merci beaucoup. Merci Aurélie. Au revoir. Merci. Au Ouais. revoir. Au revoir, bon week-end à tout le monde. Au Bon revoir. week-end.